Bienvenue dans ce voyage au cœur des années 90. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire d'une machine légendaire, l'Amiga 1200 de Commodore. Après le succès colossal de l'Amiga 500, Commodore devait frapper fort pour rester le roi de l'informatique familiale. En 1992, l'Amiga 1200 est enfin dévoilé. Un design épuré, un clavier intégré et une promesse de puissance inédite pour le grand public. Le secret de sa force résidait dans son architecture AGA, ou Advanced Graphics Architecture, capable d'afficher des millions de couleurs. Regardez cette différence. À gauche, l'ancien chipset. À droite, l'AGA offre une profondeur et un réalisme saisissant pour l'époque. Le processeur Motorola 68EC020 permettait d'animer ces mondes avec une fluidité que les concurrents enviaient secrètement. L'Amiga 1200 n'était pas qu'une simple console. C'était un véritable outil de création grâce au système d'exploitation Workbench 3.0. Des logiciels comme Deluxe Paint 4 sont devenus des standards, permettant aux artistes de dessiner avec une précision professionnelle. L'évolutivité était aussi au rendez-vous avec le port PCMCIA, facilitant l'ajout de mémoire ou de disques durs externes. Mais pour beaucoup, la 1200 était la machine de jeu ultime. Des titres comme Alien Breed 3D repoussaient les limites du possible. L'immersion était totale. Les aventures de Simon the Sorcerer brillaient par leur décor détaillé et leur humour irrésistible. Cependant, l'horizon s'assombrissait. Commodore luttait contre une gestion interne chaotique et une concurrence de plus en plus féroce. Le PC devenait plus abordable et la PlayStation de Sony s'apprêtait à révolutionner le marché des consoles de salon. En avril 1994, c'est le choc. Commodore déclare faillite, laissant des milliers de fans orphelins de leur marque favorite. ESCOM tentera bien de relancer la production en 1995, mais le train du progrès était déjà trop loin pour être rattrapé. Pourtant, l'Amiga 1200 n'est jamais vraiment mort. La scène rétro-informatique continue de faire vivre ce joyau technologique. Aujourd'hui, on y installe des cartes accélératrices modernes et des adaptateurs compact flash pour remplacer les vieux disques durs. L'Amiga 1200 reste le symbole d'une époque où l'informatique était une aventure créative sans limite. Merci d'avoir suivi cette rétrospective. Quand on y pense, c'est vraiment fou. Une entreprise sort la machine la plus puissante, la plus révolutionnaire de sa génération pour le grand public, et elle fait faillite à peine 2 ans plus tard. Ouais, c'est une histoire complètement dingue. C'est vraiment l'histoire tragique, paradoxale et super fascinante de l'Amiga 1200 de Commodore. Et c'est notre mission du jour pour cette nouvelle plongée dans les archives de l'informatique. Et c'est pas qu'une simple anecdote de faillite d'entreprise. C'est un véritable cas d'école. La trajectoire de l'Amiga 1200, elle défie carrément toute logique industrielle. C'est clair. On va voir ça en détail parce que j'ai épluché pas mal de sources pour préparer cette exploration. Des vieux manuels techniques qui détaillent des puces complètement hallucinantes pour l'époque. Les fameuses puces sur mesure. Exactement. J'ai aussi regardé des documentaires sur la chute de l'Empire Commodore et puis des vidéos très récentes de créateurs de la scène rétro. Des labos comme le Retro Makers Lab ou la chaîne de SC Maker. Et l'héritage technique refuse de mourir en fait. Refuse obstinément de s'éteindre, ouais. Maintenu en vie par une communauté de dingues. Mais du coup, pour comprendre cette survie complètement folle, faut d'abord qu'on regarde ce qu'ils ont essayé de faire au moment du lancement, fin 1992. C'est ça, le contexte est hyper important. La pression sur les épaules de Commodore était monumentale, non ? Ils sortaient du succès colossal de l'Amiga 500. L'Amiga 500, c'était le roi absolu. Il avait régné en maître sur l'informatique familiale, surtout en Europe. Donc il fallait le remplacer, il fallait frapper fort. Et quand on regarde la machine, décortiquons un peu tout ça. Ils ont opté pour un choix de design très ancré dans les années 90, l'ordinateur tout en un. Un gros bloc de plastique beige massif. C'était exactement ça. Visuellement, ça ressemblait à un énorme clavier de PC portable moderne auquel on aurait oublié d'attacher l'écran, quoi. Ouais, c'est une bonne comparaison. En fait, ils ont repris le concept du 500. L'unité centrale, le lecteur de disquette sur le côté droit, le clavier avec son pavé numérique, tout était réuni dans une seule et même coque. C'est quand même super particulier comme format. C'était un choix dicté par les coûts, tu vois. Le but, c'était de garder des coûts de production bas et de cibler directement les foyers. À l'époque, le PC format tour de bureau commençait à s'imposer. Mais c'était encore cher. Et c'est hyper frappant de voir des photos récentes. Genre, j'ai vu une image de la Gamescom 2009, donc bien plus tard. On y voit un Amiga 12000 super bien conservé. Un modèle allemand en QWERTZ d'ailleurs. Ah oui, avec les claviers localisés. Ouais.
Il était exposé à côté de la boîte du jeu Gods, des Bitmap Brothers, et de gros manuels de programmation MS basique. Ça montre bien la double identité de la machine, un truc pour jouer et un truc pour coder. Mais sous ce plastique beige un peu pâteau, il y avait un moteur qui était d'une puissance redoutable pour 92. Un vrai petit monstre. On parle d'un processeur Motorola MC68 et C020. Voilà. Et c'est là qu'on entre dans les détails techniques cruciaux. Ce processeur, il était cadencé à 14 MHz. Bon, évidemment, aujourd'hui, nos montres connectées vont 1000 fois plus vite. Grave. Mais pour le grand public de l'époque, le vrai bond en avant, c'était l'architecture 32 bits. Passer de 16 à 32 bits. Concrètement, pour les gens de l'époque, ça changeait quoi ? Ça veut dire que le processeur est capable de traiter des blocs de données 2 fois plus gros à chaque cycle. Ça permet d'adresser beaucoup plus de mémoire, de faire des calculs bien plus vastes et surtout de faire tourner un système d'exploitation vachement plus ambitieux. D'accord. Mais il y a un petit détail technique qui m'interpelle sur ce composant précis. Pourquoi les lettres EC dans la référence ? J'ai cru comprendre en lisant les manuels que Commodore avait fait des compromis. Ah, tu as l'œil. Le EC, ça signifie Embedded Controller. Un contrôleur embarqué ? En gros, ouais. C'était une version légèrement amputée du processeur 68020 complet. Amputé comment ? Pour faire des économies de bout de chandelle, Commodore a choisi une puce dont le bus d'adresse externe était limité à 24 bits au lieu de 32. Ah ouais ? D'accord. Donc c'est pas un vrai 32 bits de bout en bout. Voilà, ça restreignait la quantité de mémoire vive que la machine pouvait adresser nativement, sans utiliser d'artifices compliqués. C'est vraiment typique de l'Amiga 1200, ce truc. Des fulgurances techniques d'un côté et des petites restrictions budgétaires mesquines de l'autre. Exactement. C'est le paradoxe de cette machine. Sauf que le vrai génie de l'Amiga, c'était pas seulement ce processeur central un peu bridé, c'était cette façon unique de déléguer le boulot, non ? C'est ça l'ADN de l'Amiga. Sur les 1200, la star incontestée, c'était le chipset graphique, l'architecture AGA. AGA, pour Advanced Graphics Architecture. Ouais, la 3e génération de puces sur mesure de Commodore. La philosophie, depuis le premier Amiga, c'est d'avoir un processeur central entouré de coprocesseurs dédiés. Un peu comme un chef d'orchestre avec ses solistes. C'est une super métaphore. Et la Gaja, c'était le soliste virtuose de l'image. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça a tout changé. Bah oui, parce que jusque-là, sur les ordis familiaux, on était habitué à des couleurs assez tristes, des gros blocs de pixels, genre 16 ou 32 couleurs affichées en même temps, un rendu très rigide, très informatique, quoi. C'est ça. Et soudainement, la Gaja permet de puiser dans une palette de 16,8 millions de couleurs. C'est un vertige. On passe d'une boîte de vieux crayons de cire à un équipement de peintre hyper réaliste. Les dégradés, la profondeur de l'image, c'était inédit. L'interface même du système, le fameux Workbench 3.0, profitait d'une clarté visuelle dingue. Et la façon dont la puce manipulait ses graphismes, c'était aussi super différent des PC de l'époque, non ? J'ai lu que les PC utilisaient la force brute. Oui, les PC de l'époque sollicitaient énormément le processeur central pour rafraîchir l'écran. Sur l'Amiga 1200, les puces permettaient un défilement matériel, le scrolling d'une fluidité parfaite. Et tout ça sans demander aucun effort au processeur principal. Zéro effort. Donc la machine gérait l'affichage dans son coin. Exactement. Et c'est ça qui a permis à l'Amiga 1200 de démocratiser l'art numérique professionnel pour le grand public. C'est là que la machine dépasse le simple statut de console pour devenir un outil de création. Il y a des logiciels comme Deluxe Pen 4 qui sont devenus complètement mythiques. Les artistes faisaient des trucs fous avec. De l'animation, du pixel art avec une précision d'orfèvre. J'essaye d'imaginer le choc pour un ado des années 90 de se retrouver avec un outil pareil dans sa chambre. Mais je me pose quand même une question. Vas-y. Est-ce que c'était vraiment si facile que ça de transformer son salon en studio d'animation professionnel ? J'ai l'impression que c'était comme donner une boîte de peinture à l'huile de maître à des enfants. L'outil est génial, mais il faut un talent fou pour s'en servir, non ? Alors, oui et non. La réalité de l'époque était quand même plus rude que ça. Financièrement, c'était accessible au moins ? Financièrement, oui. L'Amiga prenait une technologie de pointe qui nécessitait avant de louer des stations de travail Silicon Graphics hors de prix et la mettait sur un bureau. Mais Deluxe Paint, c'était une usine à gaz. Ah ouais ? Fallait vraiment s'accrocher. Grave. Fallait maîtriser les palettes indexées, comprendre les cycles de couleurs, l'animation par calque. La courbe d'apprentissage était super raide. Donc on faisait pas des chefs-d'œuvre le premier jour ? Loin de là. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'émergence d'une communauté hyper soudée, la démo-scène. Ah, la fameuse scène démo. Ouais, les gens s'échangeaient des disquettes, ils décortiquaient le code des autres, ils repoussaient collectivement les limites de l'AGA. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour exploiter ces logiciels ultra gourmands et manipuler tous ces millions de couleurs, les utilisateurs se heurtaient à un problème bizarre.
le plus grand paradoxe de la machine. Le fameux goulot d'étranglement de la mémoire partagée. Là, faut vraiment que tu m'expliques comment de brillants ingénieurs ont pu concevoir un truc pareil. C'est une histoire de compromis financier, encore une fois. De base, la machine était vendue avec 2 mégaoctets de mémoire, ce qui était super correct pour 1992. Mais cette mémoire, elle était partagée. C'est ce qu'on appelle la chip RAM dans le jargon Amiga. D'accord. Et si on reprend ta métaphore du chef d'orchestre, le problème de la configuration de base, c'est que le processeur Motorola, la puce graphique AGA et la puce sonore devaient tous lire et écrire leurs données sur le même bus mémoire, en même temps. Attends, c'est comme si, imagine dans une cuisine de grand restaurant, le chef étoilé, le pâtissier et le plongeur doivent tous travailler en même temps sur un seul et même tout petit plan de travail. C'est exactement ça. Ouais. Et le résultat de cette bagarre pour le plan de travail, c'est que le processeur principal passait son temps à attendre. Il attendait les autres? Bah oui, parce que les coprocesseurs graphiques avaient la priorité absolue. Il fallait éviter que l'image saute à l'écran. Ah, logique. Du coup, le Motorola, qui était censé carburer à 14 MHz, il devait souvent s'arrêter et patienter que la puce vidéo ait fini d'accéder à la mémoire. C'est un gâchis de puissance absolue, ça, hein. La machine passait son temps à s'attendre elle-même, en fait. C'est tout à fait ça. Mais c'est là que la magie matérielle intervient. La trappe magique. La trapdoor, ouais. En gros, sous la machine, ou sur le côté gauche, avec le port PCMCIA d'ailleurs, très en avant sur son temps ce port de type 2. Complètement. Bref, si on ajoutait juste de la mémoire dans cette trappe d'extension, on augmentait la capacité, normal. Mais ça doublait la vitesse globale de l'ordinateur. C'est ça qui est fascinant. Mais c'est dingue. C'est comme si en installant un plus grand réservoir d'essence sur une voiture, le moteur devenait soudainement 2 fois plus puissant. Vu de l'extérieur, ça ressemble à de la magie noire. Mais techniquement, c'est juste la résolution de ce fameux goulot d'étranglement. Comment ça marchait techniquement? En ajoutant cette mémoire dédiée, on créait ce qu'on appelait de la fast RAM. Une mémoire rapide, réservée exclusivement au processeur Motorola. Ah, donc le chef cuisinier obtenait enfin son propre plan de travail privé. Voilà. Le processeur n'avait plus à croiser le fer avec les puces graphiques. Il chargeait ses instructions dans sa mémoire rapide et il tournait à plein régime, tout le temps. Et pendant ce temps, l'AGA gérait les graphismes de son côté dans la chip RAM de base. Exactement. Rien qu'en branchant une petite carte mémoire, le système devenait foudroyant de réactivité. Les jeux 3D gagnaient des dizaines d'images par seconde. C'était littéralement le jour et la nuit. Et ça a ouvert la boîte de Pandore, cette trappe. Parce que les constructeurs tiers, ils ont vite capté qu'on pouvait y brancher bien plus que de la simple RAM. Oh que oui, l'architecture était tellement ouverte qu'on a vu débarquer des cartes accélératrices complètement dingues. Il remplaçait le processeur, non? En fait, la carte prenait le pas sur le processeur d'origine. On a vu des cartes avec de Motorola 68030, puis 040 et même des 060. Plus tard, la communauté a carrément réussi à y greffer des processeurs PowerPC, les mêmes que dans les vieux Mac d'Apple. C'est un monstre de Frankenstein, le truc. Mais avec un processeur 68060 dans une coque en plastique fermé, ça devait chauffer de fou, non? Ah bah, c'était le gros problème. Pousser un Amiga 1200 comme ça générait une chaleur énorme. J'ai lu que des utilisateurs voyaient carrément le plastique beige de leur clavier se déformer sous la chaleur. Ouais, c'était fréquent chez les bidouilleurs de l'extrême. Ventilateur industriel pour refroidir tout ça, ouais. Le petit clavier familial finissait recablé dans une grosse tour noire de compétition. Et toute cette puissance débridée, elle a servi à alimenter l'autre gros pilier de la machine Amiga, le jeu vidéo. Parce que c'était la machine de jeu ultime pour beaucoup. Complètement. C'est l'apogée ludique de l'Amiga. Avec l'AGA et la Fast RAM, on a eu des jeux incroyables. Des trucs comme Alien Breed 3D qui repoussaient les limites. Un jeu de tir à la première personne hyper immersif. Et qui essayait de tenir tête au mastodonte du PC. Ouais. Et dans un style totalement différent, on a eu des point and click comme Simon the Sorcerer. Les décors avec la palette de l'AGA, c'était sublime. On avait l'impression de jouer dans un dessin animé. Et l'humour était ravageur. On avait la puissance, les millions de couleurs, les outils de création de malades. Et pourtant, le crash. Avril 1994, le choc total. Commodore déclare faillite. Des milliers de fans et de développeurs se retrouvent orphelins du jour au lendemain. Mais au fond, qu'est-ce que tout ça signifie? Comment une entreprise avec une techno pareille peut s'effondrer si brutalement? Si on relie ça à une perspective plus large, l'histoire de Commodore, c'est le cas clinique d'une excellente technologie tuée par une gestion désastreuse. De l'aveuglement. De l'inertie surtout. La direction commerciale et la branche ingénierie se faisaient la guerre. L'entreprise gagnait bien sa vie en Europe grâce au jeu,
Mais ils ont raté le marché américain qui voulait des machines pour le travail de bureau. Et ils n'ont rien vu venir en face. Ils se sont reposés sur leur laurier. La giga du 1200 était super, pour la 2D fluide, mais en face, il y avait un rouleau compresseur. Le PC compatible IBM. Ah oui, le fameux standard PC. Les prix chutaient, Windows devenait incontournable, les cartes son Sound Blaster, les cartes graphiques VGA. Et surtout, l'industrie du jeu vidéo opérait un virage vers la vraie 3D en temps réel. Exactement. Le jeu Doom venait de sortir sur PC. Et matériellement, l'Amiga 1200 n'était pas conçu pour ça. Pourquoi ? À cause de la façon dont il dessinait l'image. Ses graphismes étaient basés sur des plans de bits. C'est génial pour faire défiler des décors 2D, mais c'est hyper inefficace pour calculer de la 3D par rapport aux pixels dits chunky des PC. L'Amiga n'était pas taillé pour cette révolution 3D. Et en plus de ça, le salon était sur le point d'être envahi par un autre monstre. La PlayStation de Sony. C'est ça. Le 1200 s'est retrouvé écrasé, le PC pour la 3D et le bureau d'un côté, et la PlayStation, facile d'accès, de l'autre. Commodore n'avait plus les reins solides. Ils ont fait faillite en 94. Et Escom a essayé de relancer la production en 95, non ? Ouais, une boîte allemande a racheté les restes. Mais c'était en vain. Un an de retard dans l'informatique des années 90, c'était un gouffre. Le train du progrès était déjà passé. Normalement, la logique voudrait que l'histoire s'arrête là. Les brevets sont vendus, les ordi finissent à la déchetterie et on passe tous au Pentium. Et pourtant, l'Amiga 1200 n'est jamais vraiment mort. La scène rétro le maintient en vie d'une façon hallucinante aujourd'hui. cela soulève une question super importante sur notre rapport aux machines. Le deuil technologique n'a pas eu lieu. Quand je vois les images des labots passionnés aujourd'hui, le Retro Makers Lab avec son slogan « Créer le passé, inventer le futur ». Les néons, les fers à souder à côté de Raspberry Pi ou de vieux Commodore 64. C'est une fusion de deux époques. Et on n'est pas juste dans la préservation de musées, c'est de l'évolution active. Grave. On remplace les vieux disques durs mécaniques qui tombaient en panne par des adaptateurs compacts flash silencieux. On ajoute des cartes accélératrices ultra modernes. J'ai vu le projet PiStorm, brancher un Raspberry Pi directement sur le processeur pour qu'il prenne le relais. Greffer de la mémoire flash ultra moderne sur une carte de 1992 pour faire vivre ce joyau. C'est un paradoxe temporel génial. Et ça marche, parce que l'Amiga 1200 incarne l'antithèse de l'informatique moderne. C'est pour ça qu'il reste ce symbole de l'aventure créative sans limite. Comment ça, l'antithèse ? Aujourd'hui, nos appareils sont des boîtes noires, des composants soudés, collés, impossibles à réparer. L'Amiga, bien qu'il était commercialement fermé, a une architecture ouverte et compréhensible. On peut l'étudier, le modifier, le souder. C'est vrai. C'est hyper invitant pour les bidouilleurs. C'est ça la vraie magie. Quel voyage quand on y pense. D'un gros clavier beige conçu dans l'urgence en 92, propulsé par cette architecture AGA magique, avec ses défauts de mémoire partagée, jusqu'à la chute de l'entreprise, et finalement sa résurrection sous les néons des labos de restauration moderne. C'est une véritable épopée technologique et humaine. Et ça me laisse avec une réflexion assez profonde à la fin de cette exploration. On voit toute cette communauté capable de maintenir en vie, réparer et améliorer à l'infini une machine vieille de plus de 30 ans, simplement grâce à l'ingéniosité humaine et des plans étudiés avec soin. Et quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser à nos smartphones actuels. Ouais, on les jette au moindre problème. C'est ça, que cela nous dit-il sur l'obsolescence programmée de nos appareils surpuissants qu'on met à la poubelle tous les 2 ans, juste parce qu'une batterie faiblit, aucune mise à jour est bloquée. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur notre consommation technologique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. À très vite pour une nouvelle plongée dans le savoir.